Voilà, c'est les plans, le descriptif des travaux. Okay, donc, descriptif des travaux, c'est simplement le dossier de consultation. Un dossier de consultation, vous allez avoir le plan projet, le plan initial, et également un descriptif quantitatif avec, par exemple, les mètres carrés de parquet qu'il faut, les mètres carrés de peinture, le type d'isolation, les épaisseurs d'isolation sur les murs, le nombre de radiateurs qu'il faut, enfin toutes ces choses-là, toutes les quantités, si vous voulez, sur toutes les prestations en fonction des corps d'État, d'accord? Électricité, plomberie, carrelage, etc. Tous ces éléments-là vont avoir quantitatif. Ce qui permet quoi? Ce qui permet finalement d'avoir une analyse cohérente entre les différents devis d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va consulter par exemple 3, 4 entreprises par corps d'État. Okay, et après on va analyser ces produits. Mais au moins, vu qu'on leur a donné les mêmes informations à tous, avec les quantités, avec la typologie de produits en termes de gamme, etc., qu'on va proposer, bah, du coup, eux, ils vont répondre vraiment sur des choses comparables. D'accord? Et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire une vraie comparaison, et même quand toi tu vas acheter un produit, tu diras, ok, je sais ce que j'achète. Mais le mec ne va pas me dire à la fin, ah mais non, la chambre du fond, je ne l'avais pas compté en carrelage. Non, ça, je ne le faisais pas. Tu vois, et c'est rien que ça, aujourd'hui, si tu définis pas correctement les quantités, que tu ne les vérifies pas toi-même, le mec, il te met simplement 150 mètres carrés par carrelage, et en fait, finalement, dans la vraie vie, tu en as 250. Le jour où il va être à 150, ça va dire bah, comment on fait, il en manque 100. Ça va dire bah ouais, je peux pas m'arrêter là quoi, j'ai pas vérifié, c'est à vous de vérifier. Je dis mais attendez, moi je vous ai vendu 150 mètres carrés, donc vous vous débrouillez, si vous voulez. Et que vous passiez par nous ou pas d'ailleurs pour ça, moi je vous conseille à tous de faire des plans déjà, ça, pour moi c'est la base, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va répondre aujourd'hui sans plan, mais déjà elle va prendre 20-30% de marge parce qu'elle va faire ses calculs comme ça, elle va rajouter à chaque fois 20% parce qu'elle se dit on sait jamais, j'ai mal pris les angles, etc. Et du coup, elle va vous assassiner, c'est sûr. Et vous ne pourrez même pas vérifier. C'est-à-dire qu'elle va vous donner des quantités. Si vous n'avez pas pris les surfaces, vous ne savez pas du tout. Vous ne pouvez pas comparer finalement. Et si vous avez deux devis, un en plus sur lesquels il n'y a pas de quantité, parce que bon, ça c'est aussi la spécialité, les forfaits, un forfait pour les legs, un forfait pour la plomberie, un forfait pour une cuisine, tous ces éléments-là font que derrière, vous ne savez pas ce que vous avez acheté. Et ça, c'est vraiment une vraie problématique. Et si vous devez, pour moi, faire des consultations, alors là on parle de consultations, de projets, enfin, sur des travaux, on va dire au-delà de 50 000 euros. C'est-à-dire que pour des travaux de 5 000 euros pour faire votre cuisine, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout ça. Mais si vous faites des gros travaux, je vous conseille vraiment de faire des plans précis, cotés, d'accord, que vous allez amener le jour où vous allez rencontrer les entreprises, vous leur donnez ce document-là, avec tout le descriptif des quantités. Et derrière, eux, ils vont calculer avec ces éléments-là. Et vous allez pouvoir comparer en disant, ouais, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc pour revenir à notre histoire, on fait la consultation des entreprises, on les rencontre sur place, on analyse les devis, d'accord? On va fournir une analyse en disant, ben voilà, voilà ce que j'en pense, voilà qui moi je prendrais personnellement. Et après derrière, c'est vous qui dites, ok, moi je lui, ou, bah, écoute Guillaume, je te fais confiance. Si tu me conseilles lui, c'est que j'imagine que tu es mieux placé que moi pour le savoir. Donc tu me dis, ok, on te suit. Là derrière, il va y avoir tout l'aspect financement, etc. Nous, on n'agit pas là-dessus. Nous, on demande simplement que le client, quand il arrive et qu'il vient nous voir, il faut qu'il soit quasiment sûr de son financement. C'est-à-dire qu'il a déjà rencontré la banque, il a déjà parlé, pas forcément de ce projet-là, mais en tout cas d'un projet dans cet ordre de prix, et il a déjà une validation, on va dire, même à l'oral, mais simplement on lui dit, ok, vous avez une bonne situation, vous permet d'investir 250 000 euros par exemple, ça ne pose pas de problème. Après, on va intervenir sur toutes les démarches administratives, d'accord, vis-à-vis de la mairie, de l'urbanisme, donc tout ce qui est déclaration de travaux, ok, ça c'est nous qui nous en occupons. Par rapport aux démarches vis-à-vis d'EDF, etc. Ça en général c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on vous demande de lancer les démarches, c'est-à-dire simplement vous appelez EDF, vous dites je veux rajouter un compteur ou je veux rajouter 2 compteurs, etc. Et nous après on récupère le contact de chez Enedis et on fait on gère l'interlocuteur technique de chez Enedis. Okay. Et après, une fois que vous êtes propriétaire, nous on s'occupe de tout les travaux derrière, tout le suivi de travaux. C'est pas des entreprises qui sont, c'est partie de notre société, hein. Ce sont des entreprises qu'on consulte en local, certaines en local, certaines avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous suivent un peu partout en France, mais on va prendre celui qui sera le plus intéressant financièrement par rapport au projet. C'est-à-dire que souvent, sur des lots par exemple d'électricité, plomberie, on aura tendance à privilégier du local, sur lequel, pour des problématiques d'entretien derrière, vous imaginez bien que c'est plus simple de faire venir un électricien quand il habite à 5 km parce qu'il y a une panne, qu'il y a un disjoncteur qui a sauté, ou qui a cassé ou quelque chose, qu'un mec qui doit faire 600 km parce que, je sais pas, le radiateur il marche plus, quoi.
Et ça, c'est problématique. Autant sur le placo, sur la peinture, il y a des choses, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, c'est moins technique, il y a moins de risques, d'accord? Autant sur les lots techniques, je considère que c'est quand même plus intéressant et plus intelligent de travailler sur des entreprises en local. Déjà, c'est très apprécié par les entreprises en local en soi. Et n'oubliez pas que quand vous êtes dans des petites villes, ça parle, tout se sait. Si vous avez fait travailler des entreprises en local, plus facilement, on va aussi vous dire, enfin ces personnes-là, elles vont connaître les gens, elles vont dire ah mais j'ai monsieur je sais pas quoi qui cherche à louer, je vais lui en parler, etc. Donc ça c'est le bouche à oreille aussi très important. Et si vous faites venir aujourd'hui une entreprise polonaise pour travailler, non mais je rigole pas, si vous faites venir une entreprise polonaise à Paris, tout le monde s'en fout, clairement. Mais si vous faites venir une entreprise polonaise dans un village de 250 habitants, alors là je vous dis pas, vous avez tout le monde, le maire il vous appelle. Hein. Mais c'est vrai, parce qu'ils disent mais attendez, vous avez des entreprises en local, il faut les faire bosser. Donc ils vont mettre la pression là-dessus. J'ai trop parlé? Bientôt. donc voilà. Et après, je vous dis, on fait derrière le suivi de travaux comme une maîtrise d'œuvre classique, avec les comptes rendus de chantier, les réunions de chantier, etc. Donc voilà, jusqu'à la fin des travaux. Même si c'est distant, en effet. On va aujourd'hui notre projet le plus loin, il doit être à côté de Brive-la-Gaillarde. Voilà, pour donner un peu une idée. Donc oui, on a des trucs. On va dire que les plus éloignés, ça va être Brive-la-Gaillarde, Chartres, parce que nous on est quand même tout à l'est, hein, donc on n'est pas du tout à Paris. Hein. Donc Brive-la-Gaillarde, Chartres et après les Vosges, quoi. Donc ça fait un petit rond comme ça. Pour vous donner un peu une idée. Il y avait une question là-bas? Oui. La dernière. La dernière. J'ai l'impression. Hein. Moi en fait, je suis débutant dans tout ce qui est investissement immo. Donc là je suis en phase d'apprentissage et je vais te poser une question selon toi, ton profil de conducteur. Est-ce que tu considères que c'est un réel avantage pour toi d'avoir ce profil-là pour l'investissement? Alors, partie travaux et même gestion de projet. Alors, si tu veux, sur la partie, en même temps, mon premier immeuble que j'ai acheté, il n'y avait pas de travaux. Okay, donc en fait, sur ce point-là, il n'y avait pas forcément de compétences particulières. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'étais conducteur de travaux en entreprise pour création en neuf, d'accord? On faisait du neuf et on faisait des bâtiments industriels. Je faisais pas. Juste par curiosité, c'est une petite boîte, ça s'appelle IPE, c'est en région parisienne. Et si tu veux, on faisait des bâtiments industriels. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, et en neuf. Donc c'était pas du tout, si tu veux, la même manière de gérer déjà des entreprises, parce qu'on était sur des projets entre 1 et 5 millions d'euros, tu vois, en travaux. Donc c'est pas du tout la même, c'est des entreprises qui étaient beaucoup plus professionnelles. Les mecs, tu leur faisais un compte rendu de chantier, ils le lisaient. Aujourd'hui, tu vas dans un bled de 500 ou même de 5000 habitants, tu trouves l'entreprise locale qui a 2 salariés, t'envoies un compte rendu de chantier, on s'en fout quoi. Et des entreprises aujourd'hui qui n'ont même pas d'adresse mail, il y en a quoi. On a des entreprises qui n'ont pas d'adresse mail. Pour les faire venir, il faut les appeler à chaque fois. Il ne faut pas envoyer un mail en les convoquant, il faut les appeler en disant oui, une convocation. Donc c'est pas du tout la même manière de gérer. Donc en soi, ça m'a aidé dans mon activité de club immobilier, ne serait-ce que pour vis-à-vis des clients, si tu veux, en disant voilà, j'ai une expertise par rapport à ça. Après, c'est vrai que la gestion d'un projet, ça reste quand même un peu similaire, mais sur la partie, j'ai envie de dire, travaux et sur l'investissement pur et dur que j'ai pu faire, si ça m'a aidé, ça a été surtout peut-être vis-à-vis des entreprises dans le ressenti qu'elles ont eu, c'est-à-dire en disant ah le mec est conducteur de travaux, peut-être que je vais pas pouvoir lui dire n'importe quoi, tu vois. Mais finalement, comme j'étais pas vraiment dans l'application, il y a peut-être des choses qui m'ont dit qui étaient des conneries, mais je l'ai pas forcément vu. Et j'avais une manière très différente de gérer les chantiers. Le premier immeuble que j'ai acheté en travaux, j'ai même pas négocié le prix d'achat, le prix des travaux, pardon. Alors que mon métier au jour le jour, c'était de négocier le prix. Et je ne l'ai pas négocié. Je lui ai dit, écoute, moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on respecte le budget. Donc je ne vais pas négocier ton prix. Par contre, toutes les surprises, c'est pour toi. Et ça s'est passé comme ça. Mais ça, c'est parce que je suis tombé sur un mec qui était honnête. Mais il tombe sur un mec malhonnête, il va dire, ah ouais, mais ça, je ne peux pas prévoir, attends. Tu vois? Donc c'est compliqué. Donc en soi, ne vous dites pas, bon, Guillaume, il a réussi, et il a réussi à faire des projets comme ça parce qu'il a fait des travaux. D'accord? Et parce qu'il a, il a un background en conduite de travaux. C'est pas. Non, c'était pas dans cette optique-là. Comme j'ai le même profil, donc je me suis D'accord. dit, Ah merde, tu voulais que ça soit un atout. Merde. Ah, il fallait le dire, j'aurais pas mis la même réponse. Non, mais c'est un atout dans la gestion. Je dis dans la gestion, dans la manière de gérer un projet, de savoir le déroulement des choses. Il y a quand même des choses, le placo, le truc, t'as quand même entendu parler, quoi. Je veux dire, il y a des gens ici dans la salle
Tu leur parles de placo, de BA13, bon, ils savent pas ce que c'est. Donc déjà, tu pars en effet avec un avantage quand même, malgré tout, par rapport à ça. D'accord? Mais ce que je voulais dire, c'était pour les autres personnes qui ne sont pas forcément dans ce métier-là, de dire, ne vous trouvez pas une excuse en vous disant, si lui l'a fait, c'est parce qu'il était conducteur pour vous. C'est juste ça que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon. Si vous voulez nous suivre un peu plus, vous allez sur le site immobilierclub.com. Voilà, absolument. Et donc, comme tu as beaucoup parlé, on va enchaîner rapidement Oui. Avec On m'a pas arrêté, donc les contrats, les contrats d'acte en main et les avant-contrats avec les notaires. Très bien. Voilà. L'acte en main, c'est très intéressant. Écoutez bien. Je vous laisse avec votre parole, c'est l'associé Bruno. Eh bien, bonjour à tous et merci tout d'abord pour l'invitation. Alors même si on est tous les deux d'origine portugaise, on va pas enchaîner sur le placo. On va vous parler de choses un peu plus juridiques. Donc, nous sommes tous les deux notaires, experts en gestion de patrimoine. On accompagne beaucoup de clients comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier. On va tout d'abord vous présenter rapidement notre réseau qu'on a fondé. Donc il s'agit d'un réseau qui est créé avec 3 études. Une étude à Paris, donc juste à côté, pas très loin de la place de la Nation. Carole qui est associée à Chenevière et moi qui pars vers Toulouse justement. Alors, aujourd'hui on intervient sur tout le territoire national pour accompagner des clients qui souhaitent bien entendu acheter et investir dans l'immobilier, que ce soit à titre de résidence principale ou d'investissement. Mais on accompagne également beaucoup de clients qui souhaitent investir, notamment au Portugal. On a des correspondants sur place, sur tout le territoire. En plus du domaine d'activité traditionnel du notariat, on fait beaucoup de gestion de patrimoine, de conseils clients, et en fait, on utilise beaucoup d'outils. On travaille avec d'autres professionnels, notamment des experts en gestion de patrimoine, des avocats, je vais dans la salle. Et en fait, on part toujours d'un principe, c'est qu'on essaie de regarder quel est l'objectif du client. Et une fois qu'on a réussi à identifier l'objectif du client, ou même à identifier un besoin qu'il n'a pas encore exprimé, on va lui apporter la meilleure solution, ensemble, en bossant en interpersonnalité, et en utilisant des outils qui sont assez modernes. On fait de la signature électronique en mobilité, on ne fait pas sur tout le territoire national. On s'équipe là en visioconférence, en signature en visio, donc plein de choses assez modernes. Alors, on a pour habitude de dire que le notaire est là pour vous accompagner à toutes les étapes importantes de votre vie patrimoniale. Au cours d'une vie patrimoniale, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il va y avoir une étape d'endettement. Compte tenu de l'âge des participants aujourd'hui dans l'Assemblée, je suppose qu'on est plutôt dans cette étape-là, étape d'endettement. Ensuite, il y a une étape d'accumulation. Je vais commencer à accumuler du patrimoine.
Une fois que j'ai réussi à accumuler assez de patrimoine, bah, je vais voir comment je peux en jouir. Comment je peux en jouir de la meilleure façon en payant le moins d'impôts possible. Et enfin vient une logique de transmission. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi à accumuler beaucoup de patrimoine et en avoir une belle jouissance sans payer trop d'impôts, je vais me poser la question, bah, ce patrimoine, qu'est-ce qui va devenir après moi? À qui il va profiter et combien vont payer mes héritiers? Et donc nous, notre mission, bah, c'est de vous accompagner à chacune de ces étapes afin de rendre vos projets plus sûrs. Alors, aujourd'hui, Carole va vous parler des avant-contrats et ensuite on vous parlera un petit peu de l'astuce qui est l'acte en main. Bonjour à tous. Donc effectivement, au niveau des avant-contrats, il y a deux types, la promesse unilatérale de vente et le compromis ou promesse synalagmatique de vente. Donc, au niveau de la promesse de vente, donc promesse unilatérale de vente, l'idée est la suivante, c'est que c'est le vendeur, il promet, il s'engage, donc il promet à vous vendre en tant que bénéficiaire de ce contrat, et vous avez une option pour dire j'achète ou je n'achète pas, et c'est cantonné dans un délai. Vous n'achetez pas, on ne vous forcera pas à acheter, d'accord? Simplement, vous devrez ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation, un montant qui est précisé dans l'avant-contrat, à verser à votre vendeur pour l'indemniser donc d'avoir bloqué son bien pendant X mois. Voilà, donc il y a des droits d'enregistrement qui sont payés par l'acquéreur pour cette promesse unilatérale de vente. Et donc, elle entraîne forcément des obligations de la part du vendeur qui reste engagé. Et vous, vous avez quand même ces obligations de verser éventuellement cette indemnité d'immobilisation si vous n'allez pas jusqu'au bout, alors que toutes les conditions sont réalisées et que le dossier est complet. Le compromis de vente, c'est ce que vous voyez souvent donc, quand vous signez en agence. C'est un compromis, donc une promesse synalagmatique de vente. Le vendeur et l'acquéreur sont engagés dès la signature de ce compromis, sous réserve d'un droit de rétractation, donc ça on verra tout à l'heure. Et ce compromis, donc, vos ventes. D'accord? Ce qui veut dire que si toutes les conditions sont réunies pour signer, on a un dossier complet, et que vous ne voulez plus acheter ou que le vendeur ne veut plus vendre, vous pouvez demander l'exécution forcée de la vente au tribunal. Voilà. Et donc, à la différence de la promesse unilatérale de vente, avec un compromis de vente, il n'y a pas de droit d'enregistrement à verser. Alors, dans votre avant-contrat, que ce soit un compromis de vente ou une promesse unilatérale de vente, il y a toujours des conditions suspensives qui sont là, vous, en tant qu'acquéreur, pour vous protéger. D'accord? Donc, il faut bien faire attention et veiller à prévoir les conditions, puisque si elles ne sont pas réalisées, de pouvoir vous dire, bah, comme la condition n'est pas réalisée, je ne poursuis pas cette acquisition sans perdre d'argent, sans verser donc éventuellement une indemnité d'indemnisation ou de clause pénale. Donc la classique, c'est celle que vous demandez toujours, donc c'est la condition suspensive d'obtention de prêt. Voilà, donc il faut bien l'encadrer, mettre les conditions maximales, c'est-à-dire que, je donne un exemple, voilà, vous mettez en condition de prêt en montant maximum de 200 000 €, maximum. Vous demandez un prêt de 230 000 €, vous avez un refus de prêt, vous n'êtes pas protégé par la condition, puisqu'on va regarder ce qui était indiqué dans le contrat. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours de mettre un maximum au cas où. Vous demandez plus, vous avez le prêt, on ne vous dira rien, bien évidemment, tant mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, il faut mieux surestimer votre besoin, votre capacité de financement que l'inverse. Autre condition, donc au niveau des conditions suspensives, voilà, vous avez l'intention de faire des travaux, s'assurer est-ce que vous n'avez pas besoin d'une autorisation de la mairie. Donc, le prévoir dans l'avant-contrat, au cas où la mairie refuse cette autorisation, pareil, je vais vous dire, voilà, je prévu en condition que j'achète si la mairie m'autorise à faire tel ou tel travaux, la mairie ne l'accepte pas, donc je me dégage de cette acquisition. Pareil, vérifier s'il n'y a pas d'arrêté de péril, enfin voilà, des arrêtés de péril, de constitution de servitude, ce genre de choses. Alors, on m'avait souvent posé la question, donc le dépôt de garantie ou l'indemnité d'immobilisation, surtout pour le compromis d'ailleurs, le dépôt de garantie n'est pas obligatoire. Là, la loi n'impose pas en fait ce versement, c'est la pratique qui l'instaure. Et la pratique, voilà, dit entre 5 et 10% du prix. Mais c'est un accord entre vendeur et acquéreur pour le versement de ce dépôt de garantie dans un compromis de vente. Donc ça peut être moins, voire zéro dans certains cas. Il faut juste que votre vendeur
soient d'accord, en sachant que en pratique, on demande souvent, quasiment tout le temps. Pourquoi? Puisque c'est une gage de votre volonté réelle d'acquérir et un gain de solvabilité, on va dire, pour votre vendeur. Si effectivement la vente ne va pas jusqu'au bout et que vous n'avez pas levé l'option si vous êtes dans une promesse unilatérale de vente, ou en tout cas que toutes les conditions sont réunies pour signer et que vous n'achetez pas, vu que ce montant est censé être reversé à votre vendeur, le fait qu'il y ait une partie effectivement qui soit déjà séquestrée chez le notaire ou en agence qui a un compte séquestre, si le vendeur va pouvoir l'obtenir, ce sera au moins une garantie que vous avez cet argent-là au moins qui est bloqué et qui pourrait être reversé si effectivement il est possible de le reverser au vendeur. Alors, vous en tant qu'acquéreur, vous avez droit à un délai de rétractation de 10 jours, que ce soit un compromis de vente ou une promesse unilatérale de vente. Ce droit de rétractation s'applique uniquement pour les acquisitions à usage d'habitation. Donc attention, si vous achetez un local mixte, local commercial professionnel et habitation, vous n'avez pas droit à ce droit de rétractation. D'accord? Donc il faut être bien vigilant. Donc c'est vraiment juste si vous achetez le bien qui est en totalité à usage d'habitation. Et donc si vous vous rétractez dans le délai de 10 jours, vous récupérez le montant du dépôt de garantie ou de l'indemnité d'immobilisation que vous avez versé. Il faut bien respecter le délai, pas besoin de vous justifier, c'est complètement arbitraire. Vous pouvez juste dire, non, je suis désolée, j'ai changé d'avis. Voilà. Alors, donc, on est notaire, donc forcément, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'il faut préférer l'avant-contrat notarié. Pourquoi? Pour diverses raisons. Puisque nous, on est donc juristes. Donc, c'est un contrat, donc autant qu'il soit rédigé par des juristes qui savent quand même ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand on fait un avant-contrat chez le notaire, donc au préalable pour cet avant-contrat, va vérifier déjà pas mal de choses. On va demander le type de propriété, s'assurer qu'effectivement le vendeur est bien propriétaire, ça on en est quasiment sûr. Mais est-ce qu'il est le seul propriétaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui doivent intervenir pour soit autoriser la vente, ou soit peuvent être également vendeurs, notamment quand on a des démembrements de propriété. Il n'est pas forcément évident pour tout le monde que l'usufruitier et le propriétaire doivent intervenir en tant que vendeur, par exemple. Il y a d'autres interventions. Donc si vous avez un avant-contrat qui est fait chez le notaire, on va le voir tout de suite. Et donc, dès l'avant-contrat, on va rendre votre contrat sécurisant, puisqu'on va faire intervenir tout le monde dès le départ. Parce qu'il va y avoir des loupés. Si on est avec un avant-contrat qui n'est pas notarié, il y a peut-être certaines choses comme ça que les agences ne savent pas. On ne fait pas intervenir tout le monde. Le notaire, quand il va récupérer l'avant-contrat, il va dire mince, ça n'a pas été vu, et puis il va falloir rattraper le coup en espérant que ce rattraper le coup soit possible. Si après on dit il faut que cette telle personne intervienne et que cette personne ne veut pas intervenir à la vente, parfois du coup la signature ne sera pas possible. D'accord? Puisque la législation est compliquée, donc l'avantage de l'acte notarié, c'est que c'est un acte authentique, donc il a la force probante, donc ça constitue une preuve devant les tribunaux, et également elle a une force exécutoire. Ce qui veut dire qu'elle a un effet de jugement pour forcer à l'exécution du contenu du contrat. On va maintenant vous parler de la solution de l'acte en main. Alors, on disait tout à l'heure, pour acheter un bien immobilier, pour pouvoir faire son premier investissement, bien entendu, encore faut-il que le banquier vous finance. La première question que va vous poser le banquier, c'est quel est le prix du bien, 2, où est-ce qu'il se situe, et 3, quel est votre apport. La difficulté, c'est que si je n'ai pas d'apport ou si je ne souhaite pas mettre mes économies dans un apport, le banquier va gentiment me remercier de ma visite et il va m'opposer un refus, ne va pas me financer. Alors, une des solutions pour éviter de mobiliser de l'apport ou pour combler une absence d'apport, c'est ce qu'on appelle l'acte en main. En fait, l'acte en main, c'est quoi? C'est dire que les frais qui sont normalement à la charge de l'acquéreur, ça c'est ce que prévoit le Code civil, en réalité vont être supportés par le vendeur. Donc il y a deux types de frais. Il y a les frais d'acquisition, ce que vous appelez souvent les frais de notaire, même si la plus grosse partie en réalité sont des impôts que nous collectons pour le compte de l'État, et éventuellement les honoraires de l'intermédiaire qui vous a mis en relation avec le vendeur. Eh bien, si je dis que j'achète un bien, par exemple à 150 000 €,
et qu'il y a des frais d'acte estimés à 8%. Ça fait donc 12 000 euros de frais. Je vais voir mon banquier, je lui dis voilà, j'ai besoin de 150 000 plus 12 000 pour payer mes frais d'acquisition. Le banquier, forcément, va me demander ces 12 000. Donc, il ne va pas financer ce qu'on appelle souvent en pratique un 110%. Il est très rare aujourd'hui de trouver des banques qui financent un 110%. Par contre, si dans l'avant-contrat, j'ai pris le soin de préciser qu'en réalité, le prix n'est pas de 150 000 plus 12 000 euros de frais d'acquisition, mais j'ai fait un prix tout de suite à 162 000 euros. Et je dis que les frais d'achat seront supportés par le vendeur. Dans ce cas-là, ça ne change rien pour le vendeur. Lui, il aura bien eu son aide vendeur à 150 000 euros. C'était son objectif. Tout va bien pour lui. Pour vous, vous n'êtes pas en train d'acheter un bien à 150 plus 12 000 de frais d'acquisition. Vous êtes en train d'acheter un bien qui vaut 162 000 euros. Eh bien, même si les chiffres sont les mêmes, pour le banquier, c'est différent. Parce qu'il va financer un bien à 100% et non plus à 110%. Et par cette petite astuce, en fait, vous avez un levier qui vous permet d'emprunter plus. Emprunter plus, quel est l'objectif? 1, comme on l'a dit, combler une absence d'apport personnel, ou éviter de mobiliser des fonds qui peuvent être bloqués. Mais il y a également un autre levier, c'est un levier fiscal. Forcément, si j'emprunte plus, lorsque je suis en train de faire un investissement immobilier, investir c'est bien, encore faut-il regarder quelle va être la fiscalité de cet investissement. À partir du moment où je vais emprunter plus, j'aurai plus d'intérêt d'emprunt, donc j'aurai plus de déduction. Donc j'aurai une imposition moindre. Voilà, maintenant on est disponible pour des questions si vous en avez. Comment ça se passe pour la revente sur la plus-value? Alors, pour le vendeur ou pour ta revente à toi, si toi tu achètes en... On va revendre plus tard sur le revente de bien que j'ai acheté en bien commun. Est-ce que le prix sur lequel va se baser sur le calcul de la plus-value, il est plus-value? Toi, ton prix d'achat, ça sera, dans mon exemple, c'était 150 plus 12, ton prix d'achat, ça sera 162 000. Si je revends 200, ça sera 200 moins 162. Exactement. Forcément, tu vas pas rajouter les 12 000 parce qu'ils sont déjà dedans. On va commencer par les dames. Merci. Pourtant, quand on fait le calcul de la plus-value, justement, on a le droit à un forfait, des fois, c'est parfois plus avantageux que les frais réellement payés. Non, Du coup, justement, avec l'acte en main, comme ils sont compris dans le prix, vous ne pouvez pas le rajouter en frais d'achat, puisque sinon vous doublez en fait le montant des frais. Donc c'est pas possible. Pour calculer les plus-values, on ne peut pas rajouter ni le forfait de 7,5% ou les frais réels, puisqu'ils sont dans le prix, donc acte en main. Sinon, ça voudrait dire que tu as acheté en fait 162 plus 7,5. C'est pas vrai. Il y a une question concernant l'amortissement du bien. Donc, dans ce cas, on amortit 150 162. 162. C'est ton prix d'achat en fait, sur ton titre de propriété, il va écrit prix 162 et tu amortis sur cette base-là. Est-ce que c'est possible dans tous les cas de faire un acte en main ou il y a des exclusions? C'est possible dans tous les cas, mais ça suppose bien entendu que tu aies l'accord du vendeur. Souvent le vendeur il peut dire bah non mais moi ça me casse les pieds parce que je vais payer plus de plus-value. Alors non, en fait non, parce que lui dans son calcul de plus-value, on va regarder son prix d'achat, son prix de vente,